Aujourd'hui, on va parler des essais cliniques parce qu'on est vraiment dans le cœur du sujet actuellement avec la pandémie actuelle de la Covid-19 et surtout la reprise actuelle des nombres d'inclusions dans les hôpitaux. Alors aujourd'hui, je ne vais pas du tout parler de soins, bien sûr, je laisse ça aux médecins. Je vais juste vous prendre une casquette, c'est ma casquette de présidente du comité de protection des personnes de Toulouse, afin de vous parler de tous les dossiers d'essais cliniques que l'on a eu à évaluer pendant cette période. Donc depuis le mois de février, il faut savoir qu'il y a eu plus de 500 demandes d'essais cliniques qui ont été déposées rien qu'en France. Il y a 1700 en Europe et on est 39 CPP en France. Il n'y en a que 25 qui ont voulu jouer le jeu de ce qu'on appelle le fast track, c'est-à-dire qu'on reçoit les protocoles et on doit les évaluer en accéléré pour que les promoteurs et les investigateurs puissent commencer très rapidement leur essai. Donc vous imaginez que 500 dossiers, 25 CPP, on a eu beaucoup de temps consacré à ces essais cliniques. Et le fait d'analyser tous ces essais cliniques a fait remonter quelques problèmes d'ordre éthique. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous faire une présentation sur comment les CPP évaluent les projets cliniques et quels sont les critères qui nous sont importants pour nous. Mais avant de vous parler de ça, je vais faire une introduction sur les essais cliniques. Qu'est-ce que c'est qu'un essai clinique? Vous allez voir qu'un essai clinique, ce n'est pas forcément un médicament, mais ça peut être aussi des pratiques. On va commencer par qu'est-ce que la recherche biomédicale? Donc c'est une recherche ou pratiquée chez l'être humain. Et l'idée, c'est de développer des connaissances biologiques et médicales. Donc en bas, une phrase de Jean Bernard, si l'objectif de la recherche est le soin, la finalité de la recherche, c'est quand même la connaissance. Donc il y a toujours un objectif, bien sûr, on voudrait bien soigner l'humanité, mais il y a aussi quand même un grand objectif de connaissance. Les graphes que je vous ai mis pour illustrer cette diapositive montrent l'évolution de l'espérance de vie en France depuis 1740 et puis l'évolution de l'espérance de vie à la naissance sur le graphe de droite. Et on peut voir que dans les dernières années, l'espérance de vie ne cesse d'augmenter et ceci est dû majoritairement à l'amélioration des soins et de la connaissance, bien sûr. Il existe 3 grands types de recherche clinique. On a la catégorie 1, qu'on appelle également le RIPH de type 1, recherche avec une intervention sur la personne humaine, RIPH, de type 1. Les types 1 sont des recherches que l'on appelle interventionnelles. Donc ça comporte une intervention sur la personne humaine non justifiée par sa prise en charge habituelle. Par exemple, dans les RIPH de type 1, c'est lorsque l'on va administrer pour la première fois à l'homme une molécule, ou lorsqu'on va utiliser pour la première fois chez l'homme un dispositif médical. Donc, ce sont des recherches biomédicales, portant sur un médicament ou pas, puisque je vous ai dit on peut évaluer des dispositifs médicaux. Dans les recherches de catégorie 1, on a également des recherches en soins courants. Et dans les catégories 1, on a également les constitutions de collections d'échantillons biologiques, quelle que soit la nature de l'échantillon. Donc la catégorie 1 est évaluée à la fois par la NSM et par le CPP. Je vais y revenir. Catégorie 2, ce sont des recherches interventionnelles qui ne comportent que des risques et des contraintes minimes. Ça peut faire partie, il y a peut-être un médicament ou pas, et qui va être utilisé dans ces conditions usuelles ou pas. Donc évidemment, on n'a pas les recherches de dose maximale tolérée dans les catégories 2. Et cela comprend dans les catégories 2 les entretiens, des questionnaires dont les résultats peuvent conduire à une modification de la prise en charge du patient. Les catégories 2 sont aussi évaluées par la NSM et le CPP. Catégorie 3, ce sont des recherches dites non interventionnelles. C'est une recherche dans laquelle tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de surveillance. Donc vous avez des recherches sur des données contenues dans les dossiers des patients, recueillies systématiquement lors de leur prise en charge à visée diagnostique ou thérapeutique. Et vous avez également des constitutions de fichiers avec des données personnelles, et ceux-ci doivent être déclarés à la CNIL. Et ça, les recherches de catégorie 3 sont des recherches qui sont évaluées uniquement par le CPP, donc la NSM ne les analyse pas. Après, vous avez d'autres recherches qu'on appelle également non interventionnelles, qui sont des recherches observationnelles, rétrospectives sur dossier ou prospectives, des enquêtes sociologiques, etc. Et ça ne passe pas devant un CPP. Dès qu'il n'y a pas accès au dossier médical du patient, ça ne passe pas devant le CPP.
Donc quand vous avez des recherches à réaliser de ce style-là, vous la faites évaluer si vous voulez publier, soit au niveau du comité d'éthique de l'université, qu'on appelle le CER, soit au niveau des comités d'éthique hospitaliers. Donc celui du CHU est en train d'être recréé, il a été dissous en janvier l'année dernière, mais on est en train de le recréer. Et puis ici, au sein de l'IUCT Oncopole, vous avez un comité d'éthique qui est apte à vous délivrer un avis éthique. Alors, à la différence du CER, donc le comité d'éthique de l'université ou les comités d'éthique hospitaliers, le CPP, lui, est décisionnel. C'est-à-dire que lorsque vous nous soumettez une recherche dans un comité d'éthique hospitalier, on va vous donner un avis circonstancié, c'est-à-dire on va vous donner un avis, puis on va vous mettre tout le débat qui a amené cet avis, mais le médecin peut suivre cet avis ou ne pas le suivre. Ce n'est pas du tout décisionnel. En revanche, lorsque vous soumettez votre dossier de recherche clinique à un CPP, nous sommes décisionnels, c'est-à-dire que lorsque vous recevez un avis défavorable, vous n'avez pas le droit d'effectuer cette recherche. Donc c'est le seul organisme éthique, le CPP, le Comité de protection des personnes, qui est décisionnel. Même le CCNE, le Conseil national d'éthique, n'est pas décisionnel, c'est juste consultatif. Vous avez ici un récapitulatif, donc la recherche clinique, interventionnelle, non interventionnelle, et dans quel cas vous devez passer devant un CPP et la NSM, et dans les cas où vous devez passer uniquement devant un CPP. Alors si on revient sur les recherches qui intéressent le plus le grand public, à savoir les recherches, les RIPH de type 1, ici, nous sommes dans un centre anticancéreux, mais avec une très forte valence de recherche. Vous savez que lorsqu'on va cribler à peu près 10 000 molécules dans les laboratoires de recherche fondamentale, en essayant de mettre en évidence un effet thérapeutique de l'une ou de l'autre, il n'y en aura que 100 qui vont passer la barrière et être testés sur les animaux. Donc ce sont les tests précliniques. On a considéré qu'il y a à peu près 5 ans entre le moment où une molécule a été isolée d'une plante, par exemple, les tests précliniques sur les cellules cancéreuses en culture, etc. Donc sur 10 000 molécules, 100 vont passer à la souris, donc tout ce qu'on appelle les tests précliniques. Sur 100 molécules qui vont être testées sur la souris, on aura à peu près 10 qui vont être des candidats médicaments et qui vont peut-être être évalués sur l'homme. La recherche clinique chez l'homme va prendre autour de 5 ans. Donc, bien sûr, en temps de Covid, on va voir que ces temps ont été extrêmement accélérés. Donc, 5 ans, avant d'obtenir ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché, l'AMM, les 5 ans vont inclure la phase 1, la phase 2 et la phase 3. Ensuite, après l'AMM, on va avoir à peu près 5 ans de plus pour avoir toutes les procédures administratives qui vont se faire, et la commercialisation se fera 15 ans après l'identification d'une molécule intéressante. Ici, une diapositive pour rappeler les différentes phases. Donc le promoteur, c'est celui qui va générer la recherche clinique, donc on va distinguer le promoteur. On a des promoteurs qui sont académiques, ce sera généralement le CHU de Toulouse pour ici, et puis des promoteurs industriels comme Sanofi, Gilead, etc. Donc le promoteur va bien sûr contacter des investigateurs qui seront des médecins. Les scientifiques ne peuvent pas être investigateurs pour les RIPH de type 1. On ne peut participer à être dans les investigateurs que pour les RIPH de type 2 ou 3. Donc les RIPH de type 1, les investigateurs sont forcément des médecins inscrits à l'ordre, bien sûr, avec une expérience en recherche clinique. Lorsque vous déposez un dossier au niveau du CPP, n'oubliez pas de nous donner un CV complet, une attestation de recherche, d'aptitude à faire de la recherche clinique. Le CV doit dater de moins d'1 an et doit être signé. Alors ça, c'est un petit détail entre parenthèses, mais pour tous les médecins qui oublient, ça retarde votre dossier de quelquefois 15 jours. C'est dommage pour juste une signature ou un numéro d'ordre. Ou le document qui atteste qu'ils sont compétents pour faire de la recherche clinique. Donc le dossier va être soumis en même temps à la NSM et au CPP. Nous avons 45 jours pour donner un avis, en tout, entre la recevabilité, l'analyse et la mise en disposition de l'avis.
Si vous avez reçu une autorisation de faire un essai clinique, on distingue les essais cliniques de phase 1. Donc la phase 1 se fait sur un tout petit nombre de patients. Donc ici j'ai marqué 20 à 80 personnes. Il peut y avoir des phases 1 sur moins de patients bien sûr. Généralement on cherche la dose maximale tolérée et la dose efficace. Donc là, résultat go, no go, si la molécule ne présente pas une toxicité trop importante et qu'elle semble toujours intéressante, on va passer à une phase 2 qui va utiliser la dose la plus adaptée, qui a été définie par la phase 1, et on va tester l'efficacité par rapport à un groupe témoin. Donc le groupe placebo dont on parlera tout à l'heure. Là aussi, go, no go, donc la molécule va montrer un intérêt. Donc à ces cas-là, on va passer en phase 3. Ce sera un essai comparatif entre deux groupes de patients avec beaucoup plus de monde. Et on va avoir entre 100 et plusieurs milliers de personnes. La plupart du temps, ce sont des essais multicentriques et souvent multinationaux. Donc on va évaluer l'efficacité d'un médicament par rapport à un traitement de référence. Et là, go, no go, à l'issue de la phase 3, on peut donner une autorisation de mise sur le marché et on entame la phase 4. Ben ça, ce sont pour les médicaments, les nouveaux médicaments. Mais la recherche clinique, et ce que les gens oublient très souvent, c'est que c'est aussi beaucoup d'autres pratiques, comme l'évaluation des pratiques. Donc là, pour le Covid, sans vouloir déflorer un secret, il y avait un essai clinique qui consiste à faire respirer soit 4, soit 8 odeurs à des personnes ayant perdu l'odorat suite à la Covid pour leur rééducation olfactive. Donc l'objectif de l'essai, c'est faut-il respirer 4 ou 8 odeurs pour avoir une restauration de son odorat. Donc là, évidemment, le risque pour les patients, il est extrêmement minime. Hein. Vous avez des essais cliniques, évaluation de l'apport de la télémédecine en temps de pandémie pour le suivi de patients en soins palliatifs. Vous avez quels tests seront les plus fiables pour la détection des anticorps anti-SARS-CoV-2, quelle imagerie la plus fiable pour la détection d'atteinte pulmonaire et est-ce prédictif de la réponse au traitement. J'ai choisi des exemples Covid. Quelle est la proportion de soignants qui va faire une séroconversion pendant la pandémie, comparaison des durées de traitement, etc. Donc, on cherche, dans les essais cliniques, on cherche généralement à mettre en évidence soit une supériorité d'une méthode par rapport à une autre, ou d'un médicament par rapport à un autre, ou on cherche une non-infériorité. Parce qu'il peut y avoir des essais cliniques où on a la même molécule qui va être administrée dans les deux bras de traitement, mais une est administrée en intraveineuse, l'autre sera en sous-cutané. Je te donne un exemple, hein, ou une sera quelque chose de lyophilisé ou pas lyophilisé, ou congelé ou pas congelé, etc. Donc des fois, on cherche juste une non-infériorité entre deux groupes. Alors qui c'est qui est recruté? Vous avez deux possibilités. Vous avez les volontaires au sein ou des patients, où vous avez des fois des essais qui font intervenir les deux catégories de personnes. Les volontaires au sein sont souvent indemnisés pour leur participation à l'essai, mais ce n'est pas toujours le cas. Les patients, c'est très rare. Alors, bien sûr, tout le monde est volontaire. On parlera plus tard de la lettre de présentation de l'essai et la lettre de consentement. Et des fois, on se pose des questions sur quelles sont les motivations des personnes qui se prêtent à la recherche biomédicale. Alors, à titre collectif, les gens nous répondent qu'ils sont heureux de contribuer à l'amélioration de la médecine ou qu'ils sont heureux de contribuer au bien de l'humanité. Après, quand c'est rémunéré, quand c'est indemnisé, certains sont heureux d'être indemnisés aussi. Et à titre individuel, lorsqu'on inclut un patient dans un essai clinique, les patients espèrent bénéficier de traitements innovants, surtout s'ils n'ont pas d'autres possibilités thérapeutiques. Et surtout, à peu près tous les patients pensent, c'est assez général, qu'ils retiendront plus d'attention de l'équipe soignante que s'ils n'acceptent pas de rentrer dans l'essai clinique. Donc ils sont vraiment persuadés qu'ils auront des meilleurs soins et qu'on fera beaucoup plus attention qu'eux. Ici en cancérologie, Jean-Pierre Delors, qui est responsable des essais cliniques, rapporte qu'il ne voit jamais un patient qui refuse. Tout le monde pense qu'il tirera bénéfice de son entrée dans un essai clinique. Les risques pour les patients sont plus ou moins importants, mais il faut savoir que comme les protocoles sont évalués en amont, les protocoles ne sont autorisés que si la balance bénéfice-risque est en faveur des bénéfices. On n'autorise jamais un essai si on pense que la balance bénéfice-risque n'est pas en faveur des bénéfices. Donc après, bien sûr, on n'est pas à l'abri de... C'est ce qu'on cherche, on cherche la toxicité, mais l'idée principale d'un essai clinique, c'est quand même qu'il y ait un bénéfice, même si ce n'est pas ça qui est recherché en priorité.
Alors, comment on bâtit les essais cliniques? Alors, je vous ai fait ici un tout petit historique rapide. Hein. Donc, jusqu'à 1850, les essais cliniques, la thérapeutique était basée sur ce qu'on appelle des croyances. Hein. C'est la théorie des humeurs d'Hippocrate. Il faut attendre 1850 et Claude Bernard pour entrer dans ce qu'on appelle l'ère de l'expérience scientifique, donc où on a les premières expériences qui sont, enfin les premiers essais cliniques, même en 1850, qui vont être faits avec une certaine rigueur scientifique, donc une observation, une hypothèse, on va faire des expériences pour prouver l'hypothèse, enfin pour voir si on répond à l'hypothèse ou pas, on va avoir des résultats, on va interpréter les résultats et on va émettre une conclusion. Donc il a fallu attendre 1850 pour que Claude Bernard définisse la recherche dite expérimentale. Depuis 40 ans, nous avons encore évolué un peu plus et on fait depuis 40 ans ce qu'on appelle la médecine basée sur les preuves. Donc il y a toujours dans les essais cliniques un groupe contrôle. Donc on compare un traitement par rapport à un autre. On part du concept qu'on n'est pas du tout sûr que le traitement que l'on va mettre, qu'on va tester, est supérieur au traitement de référence. Donc il faut partir dans cette optique. Et ensuite, donc, on va toujours 2 bras de traitement. On fera une analyse statistique. On fait la plupart du temps des études prospectives et non plus uniquement rétrospectives. Et on fait une analyse à distance du bien fondé des résultats de la recherche. Le gold standard pour les recherches actuelles, c'est ce qu'on appelle l'étude en double aveugle randomisée. Donc, 2 groupes, mettons 20 personnes dans chaque groupe. On va essayer de mettre autant d'hommes que de femmes dans chaque groupe, même catégorie d'âge, même pathologie, etc. Donc, des randomisés, ça veut dire 2 groupes très, très homogènes. Et puis, en double aveugle, ça veut dire que ni le patient ni le médecin ne savent dans quel groupe est le patient. Le groupe contrôle ou le groupe où on évalue un médicament. Alors, on va parler maintenant pourquoi une évaluation éthique. Les essais cliniques, je vous ai dit, les propositions d'essais cliniques sont évaluées par 2 instances. Donc vous avez l'ANSM, qui est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Donc l'ANSM, elle va s'intéresser beaucoup plus à la partie médicale de l'essai, c'est-à-dire le médicament, comment la formule du médicament, comment il a été produit, dans quelle usine, quels sont tous les contrôles de qualité du médicament, quels sont tous les effets biologiques, les effets secondaires, etc., tout listé, tout vérifié, etc. La même chose pour tous les excipients, les trajets du médicament, etc. Et le protocole clinique, bien sûr. Donc l'historique du protocole, pourquoi ce nouveau médicament, le contexte biologique, etc. Donc ça, c'est l'évaluation par la NSM. La NSM, ce sont des experts qui sont payés pour. Donc, ils sont recrutés par la NSM et ils reçoivent un émolument pour cette évaluation. Donc, il y a des experts à NSM. Donc, la NSM, c'est national. Les CPP sont des comités de protection des personnes. Donc, ils ne sont formés que de bénévoles. Et le rôle des CPP est légèrement différent de celui de la NSM, bien que ça se recoupe. Donc, il y a des évaluations qui sont croisées. C'est-à-dire que même au CPP, on va lire le protocole intégralement, s'intéresser que le protocole ne soit pas futile. Il faut vraiment que la molécule que l'on va tester, il y a un intérêt biologique. Donc, nous aussi, on est amenés à lire les publications qui se rapportent au protocole et à évaluer le bien fondé de l'essai clinique. Donc ça se coupe un peu avec la NSM. En revanche, nous, on ne s'intéresse pas du tout à où est produit le médicament, etc. On s'intéresse à la pertinence de la recherche, à la sécurité des participants, à la qualité de la notice d'information qui sera délivrée aux patients et à la lettre de consentement. On s'intéresse à la qualification des investigateurs. Tout à l'heure, je vais parler des CV. La pertinence des données collectées, la méthodologie. Donc, on a dans le CPP des méthodologistes. Et on veille au respect de la législation française. Donc dans le CPP, donc je vous ai dit, ce sont des bénévoles, 28 personnes nommées par l'ARS sous candidature, réparties en 2 collèges. Il y a un collège 1, donc des personnes qualifiées en recherche, des médecins, et notamment des pédiatres, et des personnes qualifiées en biostatistique et en épidémiologie. Il y a des médecins généralistes, des pharmaciens et des infirmiers. Donc ça, c'est le collège 1, on appelle ça le collège scientifique. Et après, on a le collège 2, et ce sont des représentants de la société civile. Donc, il y a des représentants d'associations agréées d'usagers des systèmes de santé, des juristes,
des psychologues, des personnes qualifiées en éthique et des travailleurs sociaux. Donc 14 et 14, donc 2 collèges à quantité égale. Il n'y a pas un collège supérieur à un autre collège, c'est-à-dire que les 28 personnes représentent une voix. Donc si on doit voter, un travailleur social a la même voix que le pédiatre. Voilà. Donc c'est réparti en 2 collèges, mais en poids égal pour les décisions. Donc le CPP, je vous ai dit nos missions. Alors les CPP, il y en a 39 en France, répartis sur tout le territoire. Lorsque vous soumettez un dossier clinique, un dossier de recherche clinique, vous le soumettez sur une plateforme centrale. C'est géré par la Direction générale de la santé et la plateforme va attribuer votre dossier à un CPP au hasard. Ça veut dire que le CPP, à Toulouse, il y a 2 CPP, SOUM 1 et SOUM 2. On peut recevoir un protocole qui a été déposé par un de nos petits camarades toulousains, mais on peut recevoir également un protocole de Lille, Marseille ou Dijon. Voilà. C'est un tirage au sort. Puisqu'on était, je devais vous parler un petit peu de ce qui s'était passé en temps de pandémie. Je vous dis, en temps de pandémie, on avait quand même une situation d'urgence. Donc, il était hors de question de faire attendre 45 jours un promoteur et des investigateurs pour démarrer un essai clinique. Donc, par conséquent, la DGS, lorsqu'elle recevait les protocoles, au fur et à mesure, dès qu'elle en avait 3, elle regardait quelles étaient les réunions des CPP prévues, parce que nos réunions sont sur un planning qui est marqué au niveau national. Donc la DGS regardait, ils avaient 3 dossiers, ils regardent quel est le CPP qui se réunissait dans la semaine qui arrivait, et passer un coup de fil pour demander s'ils acceptaient des dossiers en plus, et en cas de refus, contacter Bettina Couder à Toulouse, allô, on en a 4 ou 5 ou 6, acceptez-vous de faire quelque chose en urgence? Et donc le CPP, le président est libre de dire oui ou non. Donc si on disait oui, on recevait le dossier tout de suite. Donc ça veut dire qu'évidemment, par rapport aux 45 jours, on a eu des délais à moins de 7 jours pour faire toute la procédure. Mais sinon, c'est 45 jours. Et c'est aléatoire. Alors, en quelques mots, pourquoi je vais vous parler d'éthique maintenant, puisque j'ai fini l'introduction? Parce qu'on s'intéresse au CPP, à ce qu'on appelle la dignité de la personne. Et les piliers de nos évaluations sont la bienfaisance, la non-maltraitance, l'autonomie du patient et la justice distributive. Donc voilà les 4 piliers de nos évaluations. Donc il faut qu'on soit, à chaque fois il faut qu'il y ait de la bienveillance, donc c'est pour ça le bénéfice soit supérieur au risque. Non-maltraitance, donc on va faire attention que le médecin, le promoteur n'a pas prévu de faire un prélèvement de moelle tous les jours pendant un mois. Ouais, là, je suis extrémiste, bien sûr, mais bon, on s'intéresse à la non-maltraitance. L'autonomie de la personne, on va s'intéresser à ce qu'il a bien compris, ce qu'on allait lui faire et pourquoi. Et la justice distributive, c'est-à-dire que les risques sont répartis sur la population. On fait de l'évaluation éthique depuis le code de Nuremberg, qui est de 1947 et qui a été édité suite à la guerre de 40. Donc là, vous retrouverez dans les diapos que je vais vous donner, il faut un consentement volontaire du sujet humain, c'est essentiel. L'expérience doit être telle qu'elle produise des résultats avantageux pour le bien de la société. Les résultats attendus doivent justifier la réalisation de l'expérience. L'expérience doit être menée de façon à ce que soit évitée toute souffrance et toute atteinte physique, mentale non nécessaire. Aucune expérience ne doit être conduite s'il y a une raison a priori de croire que la mort ou des blessures invalidantes surviendront. Il faut que le niveau des risques devant être pris ne doit jamais excéder celui de l'importance humanitaire. Les dispositions doivent être prises et les moyens fournis pour protéger le sujet de l'expérience contre les éventualités même tenues de blessures, infirmités, décès. Et les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes scientifiquement qualifiées. Le sujet est libre de mettre un terme à l'expérience dès qu'il le souhaite. Donc il peut l'interrompre à tout moment. Donc voilà les principes. Et donc on va voir maintenant qu'est-ce qu'on fait pratiquement et quels sont les problèmes que nous avons rencontrés pendant la pandémie. Donc, que faisons-nous au CPP? Alors, au CPP, la première chose qu'on va faire, c'est s'intéresser à les données qui ont amené le promoteur à proposer un essai clinique. Donc, le 3A, la première partie, c'est on va faire
un protocole clinique et on va l'autoriser si les connaissances scientifiques et les expériences précliniques sont suffisantes pour attester le bien fondé de l'étude. Et vous allez voir que notre souci actuel, c'est la fraude scientifique. Donc, le promoteur nous fournit un dossier complet. On a la description de la pathologie, la description des mécanismes moléculaires impliqués dans la pathologie, les traitements actuels, les impasses thérapeutiques, et puis la proposition, l'hypothèse. Donc voilà, nous nous intéressons à cette pathologie, voilà, et on s'intéresse à cette molécule qui fait, etc. Bon. Donc on a une hypothèse de travail et la solution proposée. Et nous, on doit juger, sur quoi on juge? On juge comme vous quand vous démarrez une recherche. On juge sur la bibliographie. On va regarder toutes les expériences qui ont été réalisées in vitro. Alors, in vitro, j'avoue que c'est surtout le collège 1 qui va faire ça. Hein. Tout ce qui est scientifique, c'est plutôt le collège 1. On regarde les expériences réalisées in vitro, ex vivo et in vivo chez l'animal, lorsque c'est une première administration à l'homme. Et on va regarder les résultats de la phase 1 ou de la phase 2 si on est amené à évaluer une phase 3. Donc, on va regarder ça. Ça veut dire que on va s'appuyer sur des documents qui nous sont donnés par le promoteur. Nous n'avons aucun moyen de les vérifier. Donc ça veut dire que le promoteur doit nous donner une information claire et loyale, pas de fraude, pas de données cachées. Notre position à nous, on est obligé de faire confiance. Alors bien sûr, pour la cancérologie, la phase 1 de cancérologie, on va prendre l'avis d'un expert en cancérologie. Lorsqu'on va travailler sur un protocole sur la radiation ionisante, on va demander un expert en radiation ionisante. Si c'est de la pédiatrie, on va demander l'avis d'expert en pédiatre. Donc il y aura un avis en plus de ce qu'on va pouvoir donner nous au CPP. J'insiste sur le fait qu'on est obligé de faire confiance. On ne peut pas au CPP tout relire et tout revoir. Et il faut savoir que 20% des publications scientifiques sont frauduleuses. 20%, c'est énorme. Alors comment a été calculé ces 20%? Alors, si vous regardez d'autres sites, vous allez voir que certaines personnes ne disent qu'il n'y a que 2% de publications qui sont frauduleuses. Ce chiffre est trop bas parce que les 2% sont calculés uniquement sur les publications qui sont rétractées. Et là, ça correspond à peu près à 2%. Mais la fraude, ce n'est pas uniquement les publications qui sont rétractées, parce que peu sont rétractées en regard de la fraude. Donc on peut regarder également, lorsqu'il y a eu une publication qui a été rétractée, on va regarder les noms des auteurs et puis du coup on va analyser toutes les autres publications. Et donc il y a plusieurs critères que je ne détaille pas ici, mais il faut considérer que 20% des publications seraient frauduleuses, avec bien sûr certains pays qui sont plus vilains que d'autres. Alors frauduleuse, ça veut dire soit les résultats sont inventés, soit ils sont arrangés. Oh, il y avait des souris qui sont mortes, c'est pas grave. Et soit ils sont plagiés, c'est-à-dire on va reparler dans 3 diapos, on va retrouver les mêmes données sur plusieurs graphes qui sont censés devenir de patients différents, et en fait c'est toujours les mêmes. Donc visiblement le patient s'est multiplié, et donc ça c'est ce on va le rentrer dans le plagiat. Sinon il y a d'autres sortes de plagiat. Donc 20%, c'est énorme. Donc là je vous ai mis 3 exemples. Bon, ça c'est un rapport une publication, donc les laboratoires pharmaceutiques face au dérapage des chercheurs. Donc dans cet article, il disait que les industriels étaient catastrophés par des études scientifiques reposant sur des données falsifiées par des chercheurs. Donc il s'interrogeait sur la moralité des chercheurs. Et puis, ça peut amener à des catastrophes. Donc là, je vous ai mis l'exemple de l'acalabutinib. Voilà. Donc c'était développé par la société Acerta. AstraZeneca avait 55% du capital d'Acerta pour 2,15 milliards d'euros. Et en 2016, ils ont mis en évidence la falsification des expériences chez la souris. Les chercheurs ont été limogés, la publication retirée. Mais AstraZeneca a dit que ça ne remettait pas du tout en cause la validité du médicament et les phases cliniques ont continué à l'étranger. Ça, c'est un autre scandale qui est sorti il y a 2 ans. Donc, le professeur Pierrot Anversa, c'était le pape, je suis habillée en évêque aujourd'hui, donc je peux faire ça. Donc, c'est le spécialiste mondial des cellules souches cardiaques. Donc, lui, il apprenait sur 43 publications qu'on pouvait obtenir des cellules souches cardiaques et que ces cellules souches cardiaques, lorsqu'on les injectait à des patients atteints de pathologie cardiaque, on restaurait
Enfin, on limitait les problèmes de l'insuffisance cardiaque. Il y a eu des publications, 43, il y a eu une phase 1 et il y a eu une phase 2. Et puis un jour, quelqu'un s'est rendu compte que tout était falsifié. Les 43 publications ont été retirées, mais la phase 1 et la phase 2, elles avaient déjà été faites, bien sûr, sans aucun effet bénéfique pour les patients. Donc ça, c'était un scandale qui est paru dans le New York Times il y a 2 ans. On va parler de la pandémie, hein. La pandémie, ça c'est un article qui est sorti dans le Lancet online le 22 mai 2020. C'est l'article qui a fait que tous les CPP français et tous les organismes éthiques européens et américains ont arrêté tous les essais cliniques concernant l'hydroxychloroquine. Alors je ne vais pas rentrer, même si je vais parler du professeur Raoult, je ne vais pas rentrer dans le débat sur l'hydroxychloroquine. On sait maintenant que ce n'est pas efficace. Bon, ok. Mais le débat a été très vif entre le mois de février et le mois de mai. Et début mai, beaucoup de publications sortaient sur l'inefficience de l'hydroxychloroquine, bien que Donald Trump le prenne, ou peut-être, bon, je dis rien. Donc le débat était très vif et il y a eu un article qui a mis fin brutalement au débat, sorti online, c'est l'article de M. Mera et collaborateurs dans The Lancet. Donc dans cet article, ils démontraient l'évolution clinique, enfin ils exposaient l'évolution clinique de 96 032 patients soignés à travers le monde pour une infection au virus SARS-CoV-2, traités ou pas par l'hydroxychloroquine, administrée seule ou en association avec le macrolide. Donc, ils en concluent que l'administration de l'hydroxychloroquine ne permet pas une amélioration de l'état des patients, mortalité ou temps d'hospitalisation identique avec ou sans hydroxychloroquine, et le traitement est associé à une diminution de la survie à l'hôpital avec une fréquence accrue d'arythmie ventriculaire lorsqu'il est utilisé pour le traitement de la Covid-19. Donc, c'est cette conclusion que j'ai traduite en français qui a arrêté net le débat, et on a arrêté on a reçu les CPP, on a reçu un avis, l'hydroxychloroquine, c'est terminé. Bon, donc on arrête tout. Bon, il y avait quand même beaucoup de suspicions que ça ne marchait pas, hein, donc ça allait bien. 2 jours après, on se rend compte qu'il y a de nouveau un coup de théâtre. Ça, les données des 96 032 patients, parce que jusqu'à là, on n'avait que des essais cliniques qui étaient faits sur 20 patients, 30 patients, 100 patients. Donc chaque fois, on pensait que l'hydroxychloroquine ne marchait pas, mais il n'y avait pas de preuve formelle. Donc là, 96 032 patients, c'est sûr que ça devient une méta-analyse. Donc on arrête tout. Sauf que les données ont été fournies par une société qui s'appelle Surgisphère. Et cette société a donné les données, a récupéré les données en échange d'un logiciel de recueil de données pour les hôpitaux. Donc ils ont fait un échange avec les hôpitaux et ces données, ils les ont données à l'auteur du papier pour faire son étude. Sauf que quelques jours après la publication, on se rend compte que les données présentées dans le papier, excusez-moi, il y a une faute d'orthographe, correspondent à un nombre de malades et de décès supérieur à ceux déclarés dans les différents pays, notamment en Australie. Il devrait y avoir 4 hôpitaux français, mais personne ne les trouve. La société est formée seulement de 6 personnes. La responsable commerciale est une actrice porno, etc., etc. Je ne l'ai pas mis. Donc, les données ayant servi à l'étude présentée dans cet article seraient frauduleuses, donc le même patient dupliqué X fois. L'origine des données n'a pu être confirmée. Est-ce qu'elles sont inventées? Est-ce qu'elles ont été plagiées X fois? Voilà. Donc c'est un grand scandale. Surgisphère, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet article est passé dans Lancet, qui est quand même un journal prestigieux? Et voilà. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc on a arrêté les essais cliniques. Je pense à raison, mais en attendant, on l'a arrêté grâce à cet article. Et tout était faux. Et l'exemple 3, c'est Sputnik. Donc, un article qui est paru en septembre dans le Lancet, encore une fois, le pauvre. Donc, c'est la phase 1 et la phase 2 du vaccin russe, Sputnik 5. Donc, c'est un vaccin qui est à base c'est un adénovirus vecteur de type 5 ou 26 qui exprime une glycoprotéine d'enveloppe du SARS-CoV-2, la fameuse spike protéine. Donc, dans cet article, ils ont évalué la sécurité et l'immunogénicité sous forme congelée ou lyophilisée
de leur vaccin. Donc la phase 1, ils ont cherché les effets secondaires à la dose maximale tolérée et ils ont, phase 2, mesuré le taux d'anticorps anti-SARS-CoV-2 à J0, 14, 21, 28, 42 jours, évaluation de la réponse des lymphocytes T, activation et synthèse d'interféron gamma et mesure du taux d'anticorps neutralisant. Donc alors la phase 2, elle a démarré 5 jours après le début de la phase 1. Donc là, c'est pour savoir s'il y avait un effet secondaire important, 5 jours. On ne dit rien. Et après, donc, la phase 1, 38 volontaires, 9 ont reçu l'adénovirus de type 26, l'autre 9 ont reçu l'adénovirus de type 5 et 20 ont reçu le type 26 à jour 0 et le type 5 à J21. Et la phase 2, donc ça c'est pour les 2 phases, et ils ont comparé le virus congelé et le virus lyophilisé, donc à gauche le congelé, à droite lyophilisé. Donc je vous ai mis juste une seule graphe que je ne vais pas commenter parce que je ne suis pas MAA, donc moi l'immunologie je ne serai pas commenter. Mais la publi finit en disant succès absolu, c'est fantastique, notre vecteur et notre vaccin n'a aucun effet secondaire, il y a un taux important d'anticorps neutralisants, c'est le vaccin du siècle. Et ils ont démarré la phase 3 en Russie avec 40 000 participants. Alors, entre parenthèses, J&J et AstraZeneca avaient un vaccin avec le même virus, enfin l'adénovirus type 26. Eux, ils ont interrompu leur essai pour analyse à cause des effets toxiques. Alors, c'est ça. Imaginons que je sois le CPP Toulouse qui suis tiré au sort pour examiner une autorisation de faire la phase 3 en France sur des patients français. Moi, j'ai la publication devant le nez. Je me dis, oh, ça marche, super, etc. Je vais regarder, etc. On va peut-être être tenté de dire oui. Et sauf que, voilà, en octobre, le 3 octobre, paraît dans The Lancet, suspicion de fraude. Les datas similaires sont retrouvées dans certains graphes, notamment les graphes sur la prolifération des CD4 et des CD8. La date de la publication est antérieure au J42 post-injection, qui devait être une des dates d'analyse des effets secondaires. Il était prévu une analyse de sécurité à J180, mais la publication elle est parue et on est bien loin des 180. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est une agence qui doit accepter ou non un essai clinique et vérifier la validité scientifique de l'essai? Mon plaidoyer là, c'est qu'on est des fois un peu démunis. Alors, qui peut nous aider? Il y a une firme qui s'appelle Resys, qui est à la disposition des industriels pour traquer les fraudes dans les publications. Et puis là, je vous ai mis 2 sites où on peut voir également s'il y a des personnes qui sont suspects d'avoir fait des publications falsifiées. Voilà. Mais je vais finir ici pour dire que on est obligé de faire confiance, mais tant qu'on n'a pas revu une publication genre les données ne sont peut-être pas justes, si la publication n'est pas rétractée, ou si on ne le sait pas, parce qu'on ne sait pas tout, voilà, on peut accepter un essai sur la base de résultats faux. Alors pour la petite histoire, les Russes ont attaqué la publication, là, la publication qui demande plus de tous les raw data. Enfin, ils ont demandé toutes les datas brutes que les chercheurs russes n'ont pas donné encore. Et il y a une attaque franche sur sur le directeur, le premier auteur de la publication, qui s'appelle Bucci. Donc, voilà, on s'attache à regarder l'essai clinique. Deuxième chose à laquelle on s'attache, le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche ne doit pas être disproportionné avec le bénéfice attendu ou l'étendue des connaissances qui seront apportées par l'essai. Donc, les promoteurs doivent nous lister tous les risques dans le protocole et tous les risques sont également listés dans la notice d'information pour le patient. Là, toujours pareil. Il faut que l'information soit claire et loyale. Il faut que le promoteur ne nous cache pas de risque. Ensuite, il y a un cas particulier. Si jamais un nouveau risque était mis en évidence pendant l'essai, qu'on ne connaissait pas avant, le promoteur a dans l'obligation d'informer immédiatement tous les investigateurs et les investigateurs doivent informer immédiatement le CPP et on refait une notice d'information en mettant le nouveau risque.
et on donne ça aux patients déjà inclus et bien sûr aux patients qui vont être inclus par la suite. Donc dès qu'il y a un nouveau risque identifié, il faut le dire. Alors est-ce que c'est toujours le cas? Ben non. Là je vous montre un scandale d'il y a très longtemps, hein. C'était le scandale du Distilbène, où ils se sont rendus compte de problèmes, notamment de l'apparition de cancer du vagin chez des adolescentes dont les mères étaient traitées, et on a continué pourtant à traiter des femmes avec le Distilbène, alors qu'on savait qu'il y avait des problèmes. Et au CPP, alors on va revenir sur la pandémie, je vous ai dit également qu'on s'intéressait à savoir s'il n'y a pas de risque inconsidéré pour le patient. Et donc, pour nous, il ne s'agit pas uniquement de lister tous les risques prévisibles et de les présenter aux patients, il s'agit aussi de le protéger et de ne pas le laisser prendre des risques inconsidérables. Et là, on a actuellement quelque chose qui s'appelle le challenge humain et qui fait couler beaucoup d'encre. Alors, qu'est-ce que c'est le challenge humain? Vous savez qu'on est en train de chercher un vaccin à tout près. Hein. Et donc, actuellement, les essais de phase 3 qui sont réalisés, notamment en France, ça va démarrer. Il y a eu un appel d'offres, enfin, une demande de volontaires. On va prendre 30 000 personnes. On va prendre 15 000 personnes que l'on va vacciner, 15 000 personnes que l'on ne va pas vacciner. On va lâcher tout ce joli monde dans la nature, dans les bars toulousains. Enfin, maintenant, ils sont fermés, mais on aurait pu les lancer dans les bars toulousains. Et puis, X temps après, on va regarder qui a fait une séroconversion ou qui a fait une PCR positive. Donc, il n'y a pas de... voilà, on lâche les gens dans la nature et puis on va voir l'incidence de l'infection virale. Mais ça ne va pas très vite, ça. Donc, ce serait quand même plus pratique d'injecter le virus. Ce serait quand même on aurait une réponse beaucoup plus rapide. Alors, Louis Pasteur l'avait fait hein, pour le vaccin de la rage. Mais bon, c'est pas parce que Louis Pasteur l'avait fait que... Bon. Donc, en France, d'injecter le virus à un volontaire vacciné est interdit. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si le vaccin marche et on sait que le virus tue. Certes, les personnes, plus les personnes à plus de 80 ans, certes, les patients avec des comorbidités, mais on voit des gens jeunes sans comorbidité qui meurent. Ou des patients, ou des gens qui contractent le virus et qui ont des formes sévères et des séquelles importantes sur le long terme. Donc en France, on ne juge pas opportun d'infecter sciemment quelqu'un de vacciné. Et c'est ça, donc le challenge humain, en France, est interdit. Mais les Anglais, qui ne font rien comme nous, l'ont autorisé en début de semaine. Donc on avait reçu, les CPP, on a reçu, les Anglais l'autorisent, et vous, ben non. Ben nous non, on s'est consulté vite fait entre présidents et la réponse est non, nous on considère que la primauté de la personne, on ne va pas infecter sciemment quelqu'un. La recherche doit être conçue pour limiter le plus possible tous les inconvénients liés à la maladie ou à la recherche. Donc quand vous faites une recherche, pas de prélèvement supplémentaire pour voir. Alors pour voir, dans les laboratoires de recherche on connaît. Hein. Donc chaque prélèvement doit être justifié. On fait particulièrement attention aux analyses génétiques demandées. Sachant que les analyses génétiques il y a toujours un consentement qui est dédié, donc il y a un consentement pour l'essai clinique et un consentement particulier pour l'analyse génétique, c'est jamais sur le même. Et alors on n'autorise pas, au CPP, on fait attention à ce qu'ils vont faire avec les analyses génétiques. Par exemple, sous couvert d'un essai clinique, s'adressant à des catégories de patients particulières, exemple délinquants sexuels, le promoteur envisage d'identifier le gène de la caractéristique humaine comme de la délinquance sexuelle. Donc on a eu un promoteur qui testait une molécule de castration chimique. Donc il voulait tester une nouvelle molécule par rapport à un traitement de référence et il voulait profiter de l'essai, de faire une analyse génétique sur tous les délinquants sexuels versus des volontaires préjugés non délinquants sexuels et pour trouver le gène de la délinquance sexuelle. Bon, le problème c'est qu'il nous l'a dit, donc on lui a dit ben non, ça tu vas pas le faire. Après, le truc c'est qu'il faut que le promoteur nous donne une information claire et loyale. S'il nous dit je veux faire une analyse, je veux récupérer l'ADN et faire une analyse génétique parce que je cherche un gène impliqué dans le métabolisme du médicament, on est obligé de dire oui, ok. Parce que là, éthiquement, il n'y a pas de souci. C'est normal de chercher les gens qui seront répondeurs aux médicaments par rapport aux autres. Ensuite, s'ils envoient l'ADN à 23 mois pour chercher le gène de la délinquance sexuelle, on n'a aucune main là-dessus. Donc voilà, réduire au maximum le nombre de visites, pas d'imagerie à outrance, pas de prélèvement invasif répété, une information claire et
loyal. Le voilà, quand même, il fallait y arriver. En 4, je vous l'ai dit, dans le CPP, nous avons 2 épidémiologistes. C'est la loi, on est obligé de les avoir, ils sont là à toutes les séances et ils voient tous les dossiers. Alors, l'épidémiologie et les statistiques, enfin les épidémiologistes nous servent à analyser la méthodologie. Et il est généralement, quand un protocole, nous refusons un protocole, à 90%, on en refuse très peu, mais à 90%, c'est la méthodologie qui ne va pas. Donc les 2 rapporteurs font leur rapport en disant c'est formidable, c'est génial, magnifique, oh c'est super. Puis c'est le méthodologiste qui parle en dernier, il dit non c'est pourri, on arrête. Et donc on a travaillé une demi-heure pour rien. Donc, on devrait commencer par les méthodos en fait. Et donc la méthodo dit il faut pouvoir arriver à une conclusion. Il faut que le nombre de patients à inclure soit suffisant. Alors c'est sûr que si on veut montrer une non-infériorité, ce n'est pas le même nombre de patients que si on veut montrer une supériorité. Donc il faut que ce soit prévu en amont. Il faut que les moyens d'évaluer l'évolution de la pathologie soient clairement définis. Qu'est-ce qu'on va chercher? Est-ce qu'on cherche la guérison? Est-ce qu'on cherche l'augmentation des lymphocytes T CD4? Voilà, il faut qu'il y ait un seul objectif principal et des objectifs secondaires, mais un objectif principal. Pas plus, pas 1, pas 2, pas 3, 1. Donc en France, je vous l'ai dit, le gold standard, c'est les essais randomisés en double aveugle contre placebo. Et c'est là que j'arrive à l'affaire Raoult, c'est que la publication numéro 1, c'est la publication qui a été écrite par Gautret et Hall, qui est parue dans Antimicrobial Agent 2020, en mars. Donc il a évalué la charge virale de 20 patients atteints de Covid-19, 6 jours après infection au virus SARS-CoV-2, traités par une association hydroxychloroquine et azithromycine. Donc le but, c'était d'évaluer la baisse de la charge virale 6 jours après le début d'un traitement par hydroxychloroquine, qui a été administré à 26 malades d'âge moyen de 51 ans, donc déjà on est loin des 80 ans, à la dose de 600 mg par jour pendant 10 jours. On est loin des doses habituellement utilisées qui sont autour de 200. Résultat proclamé à grand renfort de médias, je ne vais pas revenir là-dessus. Or, 20 patients, petite étude, statistique impossible à faire, pas d'appariement de cas. On a hydroxychloroquine plus azithromycine pour 6 patients. Pourquoi 6 patients ont eu l'azithromycine en plus? Ce n'est pas indiqué. Pas de groupe contrôle. 6 patients perdus de vue. 3 en réa, 1 décédé. Adolescents inclus, c'est interdit. On analyse la charge virale et pas la rémission clinique. Sachant que la charge virale, si vous regardez les courbes, à 7 jours, il n'y en a plus. Patients, ça a été fait sur des patients asymptomatiques et jeunes. Et la publication, il y a un conflit d'intérêts, ils sont coéditeurs. Donc vous comprenez que, voilà, sur la base d'une étude comme ça, il est impossible de dire que c'est un traitement qui marche. Bon, le doute s'est installé, vous avez vu que pendant plusieurs mois, il y a eu les pros et les anti-Raoult, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ce qui est sûr, c'est ce que j'ai écrit en rouge, ce n'était pas une étude randomisée, on n'avait pas la preuve que ça marchait. Malgré cela, et pour vous montrer la pression de la rue, il y a quand même eu un décret du 25 mars 2020 qui a autorisé la délivrance de 2 produits, l'hydroxychloroquine et donc pour faire passer la pilule, ils ont mis aussi l'association Lopinavir-Ritonavir dans l'autorisation de prescrire pour les médecins en hôpital. Donc ça, c'est sous la pression de la rue. Les conséquences pour les essais cliniques, ben, ça a été une catastrophe. Parce que pour les essais cliniques, vu qu'il y avait des traitements standards, et vu que les essais cliniques, notamment Discovery, avaient des molécules qui n'avaient pas les mêmes fréquences d'administration, on peut faire un essai randomisé en double aveugle. Si vous avez les pilules bleues dans le groupe traité et des pilules de même couleur dans le groupe placebo, et que la pilule est prise le matin à 8 heures, mettons, dans les 2 groupes, parce que là, on ne sait pas qui prend quoi. Mais si vous avez un traitement qui est pris 1 fois par semaine, et l'autre qui est pris 1 fois par mois, ou 1 fois par jour versus 1 fois par semaine, ou matin et soir, ou par injection, etc., on ne peut plus faire du randomisé en double aveugle. On doit faire des études en ouvert. Et les essais cliniques, notamment Discovery, qui était l'essai promu par l'INSERM, on va en reparler un peu plus loin, il y avait 5 groupes de traitements avec des traitements différents. Et résultat, les gens savaient, c'était un traitement en ouvert, donc les patients savaient s'ils n'avaient pas de traitement, donc prise en charge classique, ou hydroxychloroquine, ou lopinavir, ou remdesivir, etc. Donc compte tenu que tout le monde voulait l'hydroxychloroquine, les gens ne voulaient pas rentrer dans l'essai.
Donc les essais n'ont pas pu se mettre en place parce que les gens voulaient, lorsque c'était en ouvert, ils voulaient l'hydroxychloroquine. Dans les essais qui pouvaient être continués en randomisé, on pouvait mettre une molécule versus un traitement standard. Les gens ne voulaient pas rentrer parce qu'ils disaient « nous on veut l'hydroxychloroquine ». Donc les promoteurs sont arrivés sur les CPP en nous disant « bon, eh bien, écoutez, on ne fait plus de groupe témoin, on fait le groupe témoin, ça devient l'hydroxychloroquine, on teste notre molécule, donc un anti-inflammatoire, faites ce que vous voulez, versus l'hydroxychloroquine ». Donc ça voulait dire plus d'essais sans groupe témoin. On faisait l'hydroxychloroquine versus la nouvelle molécule. De nouveau, les vilains méchants, on refuse. On refuse parce que commencent à sortir des publications qui disent qu'il y a des problèmes cardiaques, etc., etc. Mais quand vous avez une pression sociale lourde, que vous prenez des coups de fil, hein, si c'était votre fils, votre fille, gna gna gna, vous êtes payé, mais non, je ne suis pas payé, je suis bénévole, et que vous refusez, eh ben, ça devient un problème, et ça relance le débat. Est-ce qu'on doit accepter des essais sans groupe contrôle? Alors c'est un débat qui est ressorti très violemment pendant la pandémie, notamment avec l'hydroxychloroquine, mais c'est un débat qui est pérenne parce qu'il y a eu plusieurs fois où les médias ont énoncé des résultats avec des thérapies ciblées, notamment en cancérologie. Et je me rappelle lorsque le Vemurafemib est sorti pour le mélanome, où on voyait quelqu'un qui allait très très bien et quelqu'un qui était en train de mourir, parce que celui qui était en train de mourir était un groupe placebo, et celui qui allait très bien, il avait eu le droit au Vemurafemib. Donc là, il y a de nouveau, c'est repris en masse par les journaux qui disent « mais attendez, mais vous faites des essais contre placebo, mais ce n'est pas éthique lorsque vous êtes sûr de l'efficacité du traitement ». Oui, mais tant qu'on ne l'a pas injecté, on n'en est pas sûr. Voilà, donc ensuite, voilà, donc on s'intéresse à la méthodologie. On s'intéresse, bien sûr, que le consentement doit être libre et éclairé. Donc là, je vous laisse le lire, hein, vous imaginez libre, on ne doit pas brusquer le patient, on ne doit pas lui crier dessus, on doit lui laisser le temps de la réflexion, on doit le respecter. Et un consentement éclairé, il faut que la notice soit claire et compréhensible et adaptée à la population ciblée. Donc pas de données cachées, etc. Le recrutement des patients doit être juste, donc on doit traiter les patients de manière équitable, même respect et même préoccupation pour chacune d'elles. Donc pour la pandémie, il n'y a pas eu de soucis là-dessus, mais je vous parle ici d'un scandale. C'était un scandale qui a eu lieu pour les médicaments anti-VIH. Donc c'est un virus, c'est pour ça que j'ai mis cet exemple. Donc la société Gilead a fait un essai clinique au Cameroun, au Ghana, au Niger, au Malawi et au Cambodge, et ils ont donné à des prostituées le médicament censé les protéger contre le VIH versus le placebo, même couleur, même prise. La lettre d'information a été bâclée, donc les filles n'ont pas compris, elles ont toutes compris qu'elles étaient protégées, donc elles n'ont plus utilisé de moyens préservatifs, et elles sont toutes mortes. Voilà, donc ça c'est vraiment un scandale et c'est ce qu'on veut éviter en France, qu'on ne va pas faire, on ne va pas tester le vaccin anti-SARS-CoV-2 sur des handicapés mentaux par exemple. Hein, ce serait une idée, je vais faire le challenge. Voilà, donc ça bien sûr au CPP on fait attention à ça. En France, on n'est pas autorisé, ça c'est un point que je voulais mentionner, on n'est pas autorisé à faire un essai clinique chez l'enfant si on peut avoir la réponse à la question posée chez l'adulte. Donc on ne mélange pas dans un essai clinique des enfants et des mineurs et des majeurs. On ne fait un essai clinique chez le mineur que si, bien sûr, le médicament s'intéresse à soigner le mineur, précisément, et si on ne peut pas avoir la réponse en testant le médicament chez le majeur. Ou on autorise de mélanger majeur et mineur pour des maladies très rares, où on n'a que 5 patients en France. Donc là, effectivement, on peut être amené à autoriser un essai clinique qui mélangera les mineurs et les majeurs. Mais sinon, en France, pas d'essai clinique chez le mineur, si on peut le faire chez le majeur. Bon, dans l'article de Gautrey et Hall, toujours le même, ils ont inclus des enfants de 16 ans. Donc maintenant, j'ai presque terminé. Où en sommes-nous? Quel est mon plaidoyer? 500 essais cliniques évalués et autorisés en France depuis février 2020, 1700 études Covid en Europe, la moitié n'ont pas ouvert.
Donc sur les 1700 en tout, on en a qui n'ont pas ouvert, faute de participants. Bon, maintenant, ça reprend, donc 200 essais sur l'hydroxychloroquine. 200. À ce jour, toujours pas de traitement. Alors, quand même, bon, ça c'est la méchanceté, ma partie méchante. Bon, après, partie gentille, la France, on a été les 5e, les meilleurs élèves mondiaux. On a eu l'INSERM qui a créé Reactim, qui est une organisation de recherche qui a libéré de suite 500 kg €, qui a mis sur la table 1 million d'euros pour démarrer les essais cliniques. Le premier essai clinique passé devant le premier CPP le 5 février, sachant que le premier patient français a été identifié le 24 janvier. Vous voyez à quelle vitesse on a été. Après, il y a des résultats. Alors, hors médicaments, le diagramme que je vous montre ici, c'est il y a eu des données françaises qui ont permis de le faire aussi, pas que des données étrangères. Donc, on sait pas de symptômes, combien de temps vous êtes contagieux, pas contagieux, etc. Donc, on a fait ça. On sait que les facteurs de risque, c'est 11 fois plus de risque pour quelqu'un de 80 ans par rapport aux autres. Évidemment, si vous avez des pathologies associées, des comorbidités, c'est plus grave. On sait que les femmes, majoritaires ici, on a 20 fois moins de risque de développer une forme grave. On sait qu'on a beaucoup plus de chances de mourir si on est à la ville, que son foyer familial comprend beaucoup de membres et que vous êtes un immigré. Vous savez que c'est beaucoup moins de chances d'être contaminé si vous êtes dehors ou dedans et ventilé. Si vous ne parlez pas avec votre masque, vous avez peu de transmission. En revanche, si vous parlez fort ou que vous chantez, vous avez des chances de transmettre le virus avec le masque. Et ça fait que peu ventilé, discussion animée, pas de masque, c'est les bars. Donc, couvre-feu à 21h. Ça n'a pas suffi, mais c'était ça l'idée. Donc, doit-on conclure? Alors, le plaidoyer, trop d'essais, il y a eu trop d'essais, et il y en a toujours trop. Ils sont en compétition les uns avec les autres. Vous êtes quelqu'un qui est infecté par le Covid, vous arrivez à l'hôpital, on va vous en proposer plein, lequel choisir. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un guichet unique et qui informe les promoteurs qu'il y a un même protocole qui se fait ailleurs et donc peut-être s'associer et faire la même chose? L'essai Discovery, c'est l'essai français, l'essai promu par l'INSERM, a été un échec. Alors c'est un échec parce que on n'avait que 40 centres en France parce qu'on pensait faire un essai européen, mais les accords avec l'Europe ne se sont pas faits aussi bien que ce que ça aurait dû être. Il y avait, ça s'intéressait, c'était une étude comparative sans placebo, sur les patients hospitalisés avec infection respiratoire grave. Il y avait 5 groupes, soins standards, remdesivir, lopinavir, ritonavir, et plus ou moins interféron bêta, et hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine, c'est le bras qui a été rajouté après. Évidemment, en ouvert, donc les gens voulaient tous l'hydroxychloroquine, donc ça n'a pas marché. On a arrêté l'hydroxychloroquine, on a arrêté le lopinavir, le ritonavir, avec l'interféron. On ne garde actuellement que le remdesivir. Donc toujours à l'essai, donc l'étude continue, on ouvre des centres recruteurs en Europe. Il y a une étude qui a été publiée par l'OMS intermédiaire. Aucun effet du remdesivir pour les formes sévères. Il y aurait peut-être un effet sur les formes non sévères. Donc on continue les inclusions en se focalisant sur les formes non sévères. Ceci dit, ça n'empêche pas que le remdesivir a obtenu l'AMM aux États-Unis et Donald Trump s'est soigné avec ça, hydroxychloroquine et ça. Plus des anticorps. Enfin, il a eu un cocktail, quoi. Ou alors il n'a pas été infecté du tout. Ouais. L'essai Recovery, lui, il a beaucoup mieux marché. Beaucoup moins de patients, pourtant, vous voyez, 5 000 patients, mais c'était un essai qui était national. 170 patients, 170 hôpitaux ont été sélectionnés en Angleterre, donc un seul pays, un mois, 4 groupes standards, lopinavir, ritonavir, la dexaméthasone et l'hydroxychloroquine. Et en fait, ils ont montré l'intérêt de la dexaméthasone. Donc les corticoïdes permettent de diminuer la mortalité de 30%, mais ce n'est valable que pour les patients en réanimation, donc à administrer à l'hôpital uniquement sous oxygène. Pour les autres patients, ça a plutôt des effets délétères. Donc à manière et précaution. Nous, on se demande quelles représailles pour les investigateurs qui se passent d'une évaluation par le CPP et la NSM. Donc là, je vous ai mis il
faut que je me dépêche. Hein. L'exemple, il y a eu un scandale, c'était le Mediator. Le Mediator, c'était un médicament qui était pour les diabétiques en surpoids, et ça a été administré à des patients qui voulaient, enfin à des volontaires qui voulaient maigrir pour des régimes, en toute impunité et sans AMM. Donc il n'y avait pas d'AMM pour cette indication. Bon, il y a un procès, il y a eu 500 morts et des dizaines de milliers de cas de valvulopathie, mais il y a eu procès. Et qu'est-ce que se passe maintenant avec des gens qui continuent à faire des essais cliniques, alors toujours le même, sans passer par la NSM ou le CPP, en disant qu'ils n'en ont pas besoin, et qui continuent à prescrire hors AMM les médicaments. Alors évidemment, on peut prescrire hors AMM des médicaments, c'est autorisé, mais sur l'ordonnance, il faut marquer non remboursé et sans AMM. Il faut que le patient soit informé. Voilà. Donc il porte plainte contre la NSM pour mise en danger de la vie d'autrui. Voilà, alors quel retour on n'a aucun retour en tant que CPP des promoteurs vers les CPP. Donc nous, une fois qu'on a donné l'accord, ben, on n'a pas de retour. C'est-à-dire jamais on a à moins de faire une revue de la biblio disant, enfin, de suivre le dossier, on n'a jamais de retour. C'est-à-dire on nous dit l'essai fini, l'essai pas fini, mais jamais on a le retour. C'est-à-dire on ne voit jamais on ne reçoit pas la publication finale. On ne peut pas vérifier que ce qu'on a autorisé est bien ce qui a été fait. Voilà, et puis bah, après, bon, les conséquences, je vais parler des médias, donc voilà, le problème des médias, les conséquences dramatiques. Voilà, les Français ne sont plus capables d'apprécier rigoureusement le rapport bénéfice-risque, donc ils croient des gens qui ont des intuitions. Ça fait que les essais cliniques n'ont pas été réalisés dans les bonnes conditions, beaucoup sont été fermés. Il y a une grosse méfiance contre les chercheurs, pas de coordination, etc. Et une grande, voilà ce que je finirai, politique et science, le grand divorce. Voilà.